maintenant, on voit bien Maître. Alors, bonsoir Maître Abiba. Je suis à la Toussaint Nazargo, c'est moi qui serai chargé donc aujourd'hui de coordonner tout ce qui est animation aujourd'hui pour cette invitation que nous vous avons faite. Et donc, ce soir, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, nous allons parler des événements qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Mais bien avant de parler de ça, nous allons donc faire une introduction, introduire notre invité du jour. Alors, comment introduire Maître Abiba sans faire un rappel historique? Alors, le 9 août dernier, les Ivoiriens répondaient massivement à l'appel du Front commun. C'était à travers une marche qui restera pour longtemps dans les annales de la Côte d'Ivoire. Une semaine plus tard, le PPACI, parti créé par Laurent Gbagbo, tenait un meeting historique sur la place mythique de Figayo. Le but de ces deux rassemblements, dire non au quatrième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara et respecter les règles des élections démocratiques. Depuis le 11 octobre, lendemain de l'ouverture de la campagne présidentielle, les Ivoiriens ont pris d'assaut les rues de nombreuses villes de la Côte d'Ivoire. C'est pour parler de ces mouvements de révolte populaire que nous recevons aujourd'hui Maître Abiba Touré, avocate, femme politique, puis chef de cabinet et porte-parole du président Laurent Gbagbo. En plus de ces prestigieuses casquettes déjà énumérées, Maître Abiba Touré est la présidente des CEF. Il faut attendre BASEF, Sentinelle antifraude électorale. Et en fait, elle est porte-parole du Front commun. Alors, pour nous entretenir avec cette femme politique de renom, je serai aidé dans ma tâche par mes camarades Hans, que nous avons en haut, Tanguy, Teradi et Soleil. Nous allons aussi avoir donc la présence de beaucoup de personnes, dont une cyberactiviste très efficace qu'on appelle Tania. Nous avons aussi notre camarade Nsan qui va nous rejoindre certainement. Mais voilà. Donc, je me nomme Zaratoussa Nazagor et je suis face à Maître Abiba Touré pour lui poser quelques questions. Elle va répondre aux questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, les questions qu'ils ont bien voulu nous poser. Donc, nous allons commencer par la première question. Euh, Nous allons d'abord, désolé, doyen, nous allons donner la parole à Maître pour qu'elle puisse au moins saluer l'auditoire et puis d'entrée de jeu, on va commencer les questions. Maître, le micro est à vous. Alors, on vous entend pas, Maître. vous allez ouvrir votre micro, voilà, c'est ça. Voilà, c'est parfait. Vous avez coupé votre micro encore. On n'entend pas Maître Abiba. Vous allez- Est-ce que vous pouvez couper votre micro et puis Mais bon, vous avez quand on juste parle, en bas là, le micro, vous appuyez. Alors, vous m'entendez? C'est parfait. D'accord, je n'avais pas coupé pourtant. Bon. Je dis donc bonsoir à tous et je suis vraiment ravie d'être ce soir avec vous pour pouvoir échanger. Donc vraiment, c'est un plaisir. bien. Merci beaucoup, Maître. Alors, nous allons commencer donc cet entretien par la première question, bien évidemment. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, vous êtes, alors, on va dire souvent vous, on va dire souvent tu, parce que en plus d'être Maître Abiba, vous êtes une camarade du PPACI, donc on va souvent mélanger les pronoms personnels. Voilà, donc Maître Abiba, camarade Abiba, tu es cadre du PPACI et avocate et en même temps porte-parole du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que le président Laurent Gbagbo se porte bien physiquement et moralement? Dites-nous. Écoutez, il va très bien le président Laurent Gbagbo. Il va très bien. Il va très bien moralement, physiquement. Vraiment de ce côté-là, Dieu merci, mais tout va bien. Zara. Alors, donc ça nous va très bien si le président Laurent Gbagbo va bien physiquement et moralement. Alors, camarade Abiba, dis-nous de façon générale, pourquoi les peuples marchent-ils
au lieu de faire changer les choses à travers les votes. Quel gain les marches peuvent apporter, n'est-ce pas, que les votes ne pourront pas apporter en fait? Bon, en fait, les marches constituent une voie démocratique au même titre que le vote, que les sittings, que les manifestations et autres. Il n'y a pas de raison particulière d'opposer ces différentes expressions démocratiques du peuple. Les marches dans l'histoire ont plusieurs fois montré que elles ont abouti à des changements. L'expression démocratique de manière générale a abouti à un certain nombre de changements. Si on voit dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous avez un homme qui s'appelait Laurent Gbagbo avec ses camarades et parce qu'il s'est battu pour le multipartisme. Il n'a pas voté pour le multipartisme. Il s'est battu. Il a mené un combat politique pour le multipartisme et il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Si on remonte un peu plus haut dans l'histoire, vous avez les fameuses marches de Martin Luther King pour le droit de vote, notamment du peuple noir, et ça a abouti. Vous avez également la même chose en Inde avec Gandhi et les droits du peuple indien vis-à-vis du colon britannique. Les marches ont abouti à un certain nombre de choses. Donc dans l'histoire de toute manière des peuples, les marches, comme d'autres expressions démocratiques, ont prouvé qu'elles pouvaient parvenir à des résultats. Ce qui ne dit pas que ça ne veut pas dire que le vote n'est pas important. Le vote a son importance, il peut avoir son importance, mais vous obtenez pas forcément tout par le vote. Et encore une fois, l'exemple récent de la Côte d'Ivoire a montré que notamment l'un des gains les plus importants dans la Côte d'Ivoire, qui a été le multipartisme, n'a pas été acquis par un bulletin de vote, mais par une expression démocratique, par une résistance. Une résistance et un combat contre la peur, contre la volonté du parti unique de vouloir se maintenir par tout moyen, parce que vous voyez, un système, il ne disparaît pas de lui-même, hein. Il faut toujours une force et une force du peuple pour mettre fin à un système qui finalement ne correspond plus aux aspirations d'un peuple. Donc les marches, au même titre que les autres expressions démocratiques, sont fondamentales pour faire valoir la souveraineté du peuple, mais sa volonté. Maître Abiba. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul pour poser les questions. J'ai avec moi mes camarades Hans, puis Tanguy, Teradi. Donc, je vais passer la parole à Hans. Hans, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as une question à poser à Maître Abiba? Oui, bien sûr. Bonsoir, maître. J'ai une question assez générale quand même. Est-ce que dans l'histoire, est-ce qu'il existe dans l'histoire du monde des marches qui ont fait avancer le droit des peuples? Oui, bah comme je l'ai indiqué, bien sûr, euh, on peut prendre l'exemple ivoirien du multipartisme par des manifestations, des marches, enfin le combat démocratique face à un régime qui ne voulait du monopartisme, hein, du parti unique, hein, faut pas l'oublier. Mais vous avez également regardé aux États-Unis. Regardez aux États-Unis avec les fameuses marches, enfin souvent on parle de la marche de Selma aux États-Unis avec Martin Luther King, vous avez un certain nombre de marches qui ont abouti justement à permettre aux Afro-Américains de pouvoir exercer le droit de vote. Qui était pourtant reconnu, mais qui était dans les faits pas pratiqué dans un certain nombre d'États. Donc oui, bien sûr que les marches ont permis au peuple d'accéder, d'avoir des droits, ou de protéger, ou d'en avoir davantage. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les peuples marchent. Parce que dans tous les exemples que je vous ai donnés, notamment aux États-Unis ou l'exemple indien, il y a eu une forte répression. Il y a eu une forte répression parce qu'à chaque fois qu'un peuple a voulu faire valoir ses droits face à un régime qui s'y opposait, il a été confronté à de la violence. Nécessairement. Mais c'est la détermination des peuples. C'est la détermination des peuples qui se manifestent par une marche, qui se manifestent par différentes voies, expressions démocratiques, qui permettent à ces peuples d'acquérir, de gagner en droit. Et ça, c'est très important. Donc, oui, les marches, pour répondre à votre question, les marches
et l'exemple afro-américain, enfin l'exemple américain avec Martin Luther King, l'exemple indien avec Gandhi à un moment donné, par des marches, mais pas que, hein, parce qu'il y a eu aussi d'autres expressions démocratiques, ont permis au peuple d'obtenir des droits fondamentaux ou de se voir protégés, de voir leurs droits fondamentaux protégés. Alors, si on comprend bien ce que vous venez de dire, c'est que les marches sont un droit donc fondamental pour les peuples pour pouvoir obtenir ce qu'ils ne peuvent pas obtenir de façon par les urnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les dispositifs, hein, quels sont les dispositifs juridiques qui encadrent les marches de façon générale? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, les marches ne sont pas soumises à autorisation. Parce que le régime fait comme si, mais en Côte d'Ivoire, on informe. On ne demande pas l'autorisation de marcher, on informe. Et il revient à l'État d'encadrer la marche. Parce qu'il revient à l'État de faire en sorte que les Ivoiriens, les manifestants puissent marcher en toute sécurité. Mais aucune disposition légale ne demande aux Ivoiriens, au peuple qui veut marcher, de demander l'autorisation. On rappelle que c'est une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution. C'est une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution. Donc marcher, c'est pas un acte en soi, c'est censé être un acte entre guillemets banal. Ce qui le rend aujourd'hui, le rend particulier aujourd'hui, ce sont les atteintes portées aux libertés garanties par la Constitution. Vous voyez ? Mais sinon, en soi, marcher, ça fait partie des dispositions prévues par la Constitution et qui sont garanties par la Constitution ivoirienne. Donc, marcher, en principe, on informe pour que les marches puissent être encadrées, sécurisées, mais on ne demande pas l'autorisation de marcher. Si on ne demande pas l'autorisation de marcher, pourquoi nous assistons souvent en Côte d'Ivoire à des interdictions de marche? Selon vous, comment vous pouvez expliquer les interdictions de marche que nous observons en Côte d'Ivoire? À la fébrilité d'un régime, à la fébrilité d'un régime qui a peur justement de la démocratie. C'est parce qu'on manque de légitimité qu'on a peur de l'expression démocratique. Sinon, on n'interdit pas à des populations de marcher, d'autant plus qu'on sait que c'est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Et puis, ce qui est dangereux, c'est l'application de la loi à géométrie variable. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de marquer son soutien au régime, vous pouvez marcher, vous n'avez même pas besoin d'informer, vous marchez. On se rappelle encore de la marche prétendument spontanée des sympathisants du régime RHDP quand M. Ouattara a annoncé sa candidature. Il n'y a pas eu, a priori, il n'y avait pas eu de demande de marcher, ils ont marché spontanément. On n'a pas vu de répression, ils n'ont pas été réprimés. On a vu encore lorsqu'il a déposé son dossier de candidature auprès de la CEI, où là, il y a eu des populations qui sont venues le soutenir. Bon, il n'y a pas eu d'autorisation, rien. Donc la marche en soi n'est pas un danger, sauf lorsque on n'est pas sûr de sa propre légitimité. Et justement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne dirige plus, on communique. On fait de la propagande, c'est-à-dire que, notamment aux yeux de la communauté internationale, on essaie de montrer qu'on est soutenu par le peuple en rassemblant des populations et en faisant croire qu'elles sont marchées spontanément en soutien, et en réprimant de l'autre, en interdisant de l'autre, l'opposition ou des populations qui ne se reconnaissent plus en vous. Donc voilà, donc pourquoi le régime fait ça ? C'est parce qu'il n'est pas légitime, tout simplement. Il le fait parce que il doit être quelque part convaincu de ne pas avoir le soutien populaire, et parce qu'il a peur de tomber. Donc, il préfère réprimer, interdire, pour ne pas avoir à faire face, finalement, à un mouvement qui le dépasse, je pense. Parce que sinon, rien ne justifie qu'on puisse interdire aux Ivoiriens de marcher. Regardez la marche du 9 août. La marche du 9 août, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a pas eu un mort, il n'y a rien eu. Voilà, donc l'opposition et les Ivoiriens savent marcher de façon pacifique, et c'est tout ce qu'ils réclament. C'est tout ce qu'ils réclament.
Mais justement, je pense que finalement, nous payons le contre-coup de la marche du 9 août, c'est-à-dire que le régime a pu voir la capacité mobilisatrice, et puis il a pu voir aussi que les Ivoiriens étaient fondamentalement opposés à ce qui est en train de se passer actuellement, et ils ont eu peur, donc ils interdisent. Donc, on comprend que c'est la peur qui pousse le régime en place d'interdire toutes les marches que nous voulons faire. Très bien. Camarade Teradi, non, camarade Tanguy, je vais d'abord passer à Tanguy. Camarade Tanguy, est-ce que tu aurais donc quelques questions à poser à Maître Abiba? Oui, oui, bien sûr que j'ai des questions à poser à Maître Abiba. Rebonjour. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que oui, la marche est un droit, et en face, on a un gouvernement, bien sûr, qui est fébrile, parce que fébrile n'autorise pas au peuple d'exprimer ce droit-là ou ce devoir, qui est quelque chose de citoyen. Mais une question, Monsieur Lépine, mais que dire au peuple aujourd'hui? Est-ce que marcher, finalement, au-delà de toutes les règles de droit, au-delà de tout juridisme, est-ce que marcher est un acte patriotique? Est-ce que c'est un acte républicain ou encore c'est une forme de rébellion vis-à-vis de l'État, puisqu'aujourd'hui elle n'est pas autorisée? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bah, je vais répondre en vous posant une question. Si demain vous avez un arrêté ministériel qui vous interdit de respirer, vous allez interdire, vous allez plus respirer? Continuez à respirer. Pourquoi? Parce que c'est vital. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on interdit. Enfin, à un moment donné, l'interdiction devient absurde. L'interdiction devient absurde. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez une constitution qui garantit des libertés fondamentales. Et elle garantit ces libertés fondamentales parce qu'il faut permettre au peuple de s'exprimer. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. Le peuple, quand il s'exprime, il peut être en désaccord, ou une partie du peuple, peu importe, ils peuvent être en désaccord avec vous, mais ce n'est pas grave. C'est ça l'expression démocratique. Mais lorsque vous êtes amené à dire, à interdire, non, tu n'as pas le droit de t'exprimer, non, tu n'as pas le droit de marcher, non, tu n'as pas le droit de manifester, non, mais autant lui dire, non, ne respire plus. Et puis il va vous écouter. Mais qui au monde, si vous demandez, si vous passez une loi en disant, il est interdit dorénavant de respirer, qui va l'exécuter? Est-ce que ça fait de vous un rebelle? Ou est-ce que ça fait simplement de vous quelqu'un qui veut vivre? C'est la véritable question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que ce qui est fait, marcher aujourd'hui ne fait pas de l'Ivoirien un rebelle. Marcher, c'est une question de survie pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne fait que faire valoir ses droits, ses libertés fondamentales. Il a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord ». Et il revient au régime, en réalité, il revient à l'État. C'est l'État aujourd'hui qui ne se conduit pas de façon, je dirais, constitutionnelle, sage, républicaine et légale. Parce qu'en réalité, c'est à l'État de s'assurer que même ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime qui est actuellement en place, ben, qui peuvent s'exprimer, qui puissent s'exprimer, mais de façon totalement démocratique. Si une marche ou une manifestation avait été autorisée et qu'il y avait eu des débordements, on aurait pu à ce moment-là éventuellement comprendre en disant, bon oui, peut-être comme il y a eu des débordements, on peut comprendre. Mais je veux dire encore une fois, la marche du 9 août a juste montré une vague humaine venir et dire non, nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et lorsque la marche était finie, tout le monde est rentré chez soi. Donc, l'attitude du régime actuel n'est absolument pas justifiée ni fondée d'un point de vue juridique. Et ça ne fait pas, faut pas inverser les rules. Le peuple se réfère à une disposition constitutionnelle, là où le pouvoir se réfère à un arrêté ministériel. C'est pas vraiment la même chose. Vous comprenez? Donc, non, ça ne fait pas de l'Ivoirien, ça ne fait pas des Ivoiriens des rebelles, ça fait juste des Ivoiriens, des gens qui disent non, attendez, à un moment donné, j'ai la Constitution qui me garantit un certain nombre de droits que je veux pouvoir exercer librement, tout simplement. Maintenant, la peur du régime, vous savez, vous avez peur de ce que vous avez surtout souvent vous-même exercé.
Ils ont peur des armes, ils ont peur de la rébellion, ils ont peur d'un coup d'État, ils ont peur... Mais enfin, voilà, l'histoire de l'opposition ivoirienne, lorsque l'opposition était faite, et avait à sa tête le PDCI ou le FPI, n'a jamais été une opposition sanguinaire ou qui a endeuillé la Côte d'Ivoire ou autre. Non. Donc nous avons au moins ça pour nous. D'accord? Mais souvent, celui qui sait par comment il est arrivé a souvent peur qu'on lui fasse la même chose. C'est là où je vois la fébrilité du régime. Sinon, d'un point de vue strictement juridique, il n'y a rien, en toute honnêteté, rien ne justifie ce qu'ils sont en train de faire. Et l'Ivoirien, je pense faut pas qu'on se stigmatise et faut pas stigmatiser le peuple ivoirien. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des patriotes. On se réfère à la loi fondamentale qui est la Constitution et qui nous garantit des droits. Et rien ne justifie qu'on vienne piétiner ces droits. Rien. C'est très bien dit, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des patriotes. Il faut que cela soit tenu pour dit, il faut que les Ivoiriens comprennent que le fait de marcher ne fait pas de nous des rebelles, le fait de marcher ne fait pas de nous des gens qui rentrent dans une forme d'insurrection, mais c'est un acte patriotique. Maître Abiba vient de le dire. Camarade Tanguy, aurais-tu une autre question à poser à Maître Abiba? Oui, j'aimerais bien faire une relance sur. J'ai bien aimé le raisonnement par l'absurde de Maître concernant la respiration. Ça démontre clairement que marcher est un droit fondamental. Et elle termine, nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des rebelles. Bien évidemment, on se rend compte que les forces de l'ordre sur le terrain aujourd'hui exercent une répression d'une telle brutalité vis-à-vis des manifestants. Vous êtes porte-parole du Front commun. Est-ce que vous avez un message du haut de votre position? On sait que vous êtes avec le peuple, on sait que vous êtes en soutien permanent au peuple de Côte d'Ivoire, vous faites partie du peuple de Côte d'Ivoire. Quel message vous pouvez lancer aux forces régaliennes en ce moment qui, j'ai envie de dire, traumatisent nos marcheurs dans les rues? Bon, je dirais que ce ne sont pas toutes nos forces de l'ordre qui le font. Je dirais qu'il doit y avoir certainement une petite partie de ces forces de l'ordre. Mais vous avez également des gens qui ne sont pas du tout, qui ne font pas partie de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, mais qui apparaissent comme des supplétifs du pouvoir et qui s'en prennent aux populations civiles, aux marcheurs, aux manifestants et autres. Et ça, nous avons eu un certain nombre de témoignages. Donc, ce que je voudrais dire à nos forces de l'ordre, c'est la chose suivante. Elles ne servent pas un régime. Elles ne servent pas un régime. Elles sont censées être au service du peuple. Elles ne sont pas censées être au service d'un régime, mais au service du peuple. Si elles ne sont plus en mesure de protéger le peuple des attaques qu'il subit, c'est une faute qu'elles commettent. 1. De 2, il faut savoir, parce que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a aussi montré que nous pouvions nous retrouver à la CPI, et il y a un principe très clair, c'est le principe de la baïonnette intelligente, c'est-à-dire si vous exécutez un ordre manifestement illégal, vous allez en répondre devant la loi. Et ça peut aller jusqu'à devant la CPI. Donc l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège pas celui qui l'exécute. Il devra en rendre compte, tôt ou tard. Fait Ashman. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, il faut que les forces de l'ordre, dans toute leur diversité, ne perdent pas de vue leur rôle fondamental, l'objectif fondamental, ce pourquoi elles sont là. Et à un moment donné, si on leur donne des ordres manifestement illégaux, je vous rappelle que il y a quand même eu des jeunes un jeune qui est décédé encore tout récemment. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un état de droit, juste parce que tu t'opposes au 4e mandat ou juste parce que tu veux marcher, que tu perdes la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et on ne doit pas banaliser la vie humaine et encore moins la vie d'un Ivoirien. Ce n'est pas normal. Donc de toute manière, il faudra que des enquêtes
et que justice soit faite pour toutes ces personnes qui sont tombées, mais qui sont tombées en voulant protéger leurs droits, en voulant exercer leur liberté publique. Donc, à nos forces de l'ordre, je dis la chose suivante, je dis vraiment ne pensez pas que en exécutant un ordre illégal, vous serez protégé par un régime. Et n'oubliez pas qui vous êtes censé servir. Tant que vous êtes du côté du peuple, tant que vous serez du côté du peuple, vous aurez toute votre légitimité. Mais si vous n'agissez plus dans l'intérêt du peuple, mais dans l'intérêt d'un régime, vous êtes à l'instar d'une milice. Vous êtes comme une milice. Vous trahissez finalement votre serment et vous devrez avoir des comptes à rendre au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Ça, c'est important de dire. Mais également au peuple, ce qu'il faut dire, c'est que, et là, je m'en réfère au président Laurent Gbagbo, je crois que c'était en 2023, où il avait dit quelque chose qu'il a répété à plusieurs reprises. On n'a rien sans combat. On n'a rien sans combat. Ça n'existe pas. On n'a rien sans combat. Donc, il faut pouvoir se battre pour gagner des droits et pour les préserver aussi. Parce que le rapport de force et le pouvoir fait que, de toute manière, on peut essayer des fois de gratter sur telle ou telle liberté publique, etc. Donc, à un moment donné, il faut se battre pour conserver ses droits. Il ne faut pas avoir une attitude passive face à la protection et à l'expression de ces libertés publiques. Maître Abiba, certains de nos compatriotes nous disent souvent que l'État a le monopole de la violence légitime. Et donc, ils expliqueraient donc cette violence exercée par nos forces de l'ordre sur les populations qui marchent comme étant, comme relevant de la légitimité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes? Mais la violence légitime, c'est ce qu'on appelle la force publique. Et elle n'est légitime que lorsqu'elle est encadrée. Perdre la vie, qu'un jeune homme perde la vie parce qu'il a marché, ce n'est plus l'expression de la force publique. C'est de la violence. C'est un crime. 1. 2, il y a l'usage aussi proportionné de la force publique. Il y a l'usage proportionné de la force publique. Vous ne pouvez pas user d'une violence, d'une force disproportionnée et puis vous cacher derrière la loi. 3, je dirais que le problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est pas ça. Parce qu'évidemment, et je dirais même, il y a même plus grave, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que lorsque vous entendez un certain nombre de responsables politiques du pouvoir, du régime actuel, du RHDP, ils disent même souvent, oui, j'entendais encore récemment le procureur, oui, jeunesse, ne vous laissez pas manipuler par ces hommes politiques qui vous demandent de marcher, mais eux sont à l'abri, eux se cachent, c'est vous qui risquez vos vies, c'est vous qui ceci, c'est vous qui cela. Mais c'est grave ce qu'il dit. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est quand même gravissime. Depuis quand le fait de marcher, on risque sa vie en marchant? Depuis quand? Sur quelle planète le fait de marcher ou de manifester, c'est se mettre en danger de mort? Parce que pour qu'on vous parle comme ça, vous imaginez? Depuis quand? Mais ça, si c'est pas l'aveu d'un régime dictatorial, si c'est pas l'aveu d'un régime autoritaire, si c'est pas l'aveu qu'on piétine la démocratie, je sais pas ce que c'est. Mais c'est gravissime. Dans un État démocratique, on peut pouvoir manifester, on peut pouvoir marcher, mais sans risquer sa vie. Sans risquer sa vie. Dans un certain nombre d'États démocratiques, on marche tous les jours, sans risquer sa vie. Ce n'est pas normal quand même qu'on risque sa vie juste parce qu'on a manifesté, juste parce qu'on a dit « nous ne sommes pas d'accord ». Ce n'est pas normal. Mais si ça arrive, c'est que manifestement, il y a un problème. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que les propos du régime démontrent que nous sommes dans tout sauf dans une démocratie. Parce qu'en réalité, ils essaient de semer la peur, la terreur,
si vous marchez, voilà ce qui va vous arriver. Si vous marchez, voilà ce qui va vous arriver. Donc, ils sèment la peur, la terreur. C'est ce qu'ils aiment faire. Bon, pour décourager et puis finalement, pour vous soumettre, pour qu'on se soumette et qu'on continue de subir. Face à cela, la réalité, c'est quelle attitude, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, comment nous devons-nous réagir? Il y a ceux qui disent non, on n'a qu'à les laisser faire. Et puis, un jour ou l'autre, ils vont partir. Ça fait 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans. Et on ne se lasse jamais du pouvoir. Donc, pensez que ces gens-là vont finir par se fatiguer du pouvoir et qu'à la fin, ils vont dire au peuple de Côte d'Ivoire, bon, tenez, on est fatigué, hein, tenez, on vous rend le pouvoir. Mais c'est être naïf et se leurrer. Ça n'arrivera jamais. Les Camerounais l'auraient su, hein? Ah, les Camerounais l'auraient su. Hein. Il y a des Camerounais qui sont nés et qui sont morts, il y avait toujours le même chef d'État. Donc, franchement, non, les Camerounais l'auraient su. Donc, ça là, on ne se fatigue jamais, on ne se lasse jamais du pouvoir. Donc, pensez que il faut juste courber les chines et puis ça va passer. L'histoire nous montre que ce n'est pas vrai. L'histoire nous montre que ce n'est pas vrai. Les gens se disent, oui, mais on n'est pas prêt à mourir, ou alors, oui, mais enfin, on ne va pas mourir non plus pour ça, etc. Je trouve cet argument assez intéressant, parce que bien évidemment, personne, et je le disais tout à l'heure, il y a déjà eu, moi j'estime qu'un mort, c'est un mort de trop. Ce n'est pas normal. Donc il y a déjà eu trop de morts, en réalité. Mais je trouve cet argument intéressant parce que les études récentes, et puis la presse s'en est fait l'écho, la presse internationale s'en était fait l'écho, des suicides à répétition en Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens sont amenés à se suicider, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a un problème. Donc dire, je ne veux pas marcher, je ne veux pas me dresser, je ne veux pas manifester contre ce régime parce que je ne veux pas mourir, mais tu meurs déjà. Tu meurs déjà. Et puis je suis désolée, regardez l'explosion migratoire. La Côte d'Ivoire fait partie des pays où il y a le plus de migrants qui partent à destination de l'Occident, de l'Europe. Mais quand tu passes par la Libye, ou alors quand tu traverses la Méditerranée, mais c'est dangereux, tu risques ta vie. Dans des conditions terribles. Dans des conditions terribles. Pour te retrouver à vivre comme en clandestin en Europe, hein, ça quand tu survis. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc quoi? On va continuer à vivre comme ça. On a vécu comme ça 15 ans. On va continuer à vivre comme ça 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que tu te dis, non, là, non, je veux pas mourir. Mais tu meurs dans la Méditerranée. Tu meurs en étant déprimé, en tentant de te suicider parce que tu ne peux plus faire face à ton crédit ou ta vie, elle est trop misérable. Tu meurs déjà à petit feu, en réalité, c'est pire. 3, je dis qu'on ne marche pas pour mourir, on marche pour vivre. On ne marche pas pour mourir, on marche pour vivre. Pas pour survivre, pour vivre. On marche pour nous, mais on marche aussi pour nos enfants. Pour faire en sorte qu'ils aient une vie meilleure. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même un gros problème ici en Côte d'Ivoire. Donc ce que je dirais aux Ivoiriens, c'est qu'il ne faut pas marcher pour un parti politique. Il ne faut pas marcher pour un homme politique. Il faut marcher pour soi. Parce que eux tous ont bien conscience qu'il y a un vrai problème avec ce régime. Eux, ils estiment que tout va bien. Et c'est normal. C'est normal. Ils font en sorte que leurs enfants fréquentent des meilleurs établissements à l'étranger. Quand ils veulent se soigner, vous avez vu l'accord qu'ils ont signé avec l'hôpital américain. Ils vont se faire soigner en France, à l'hôpital américain. Eux, ils ont une vie mais idéale. Mais est-ce que ça, c'est la vie de la majorité des Ivoiriens? Non. Donc, en réalité, aujourd'hui, l'Ivoirien doit marcher pour lui-même. C'est pour lui-même qu'il doit marcher. C'est pour lui-même, pour ses droits, pour ses libertés, pour son avenir, pour ses enfants, pour sa famille, pour sa dignité. Il ne doit pas le faire pour un homme politique, pour lui-même avant tout.
Et il ne doit jamais permettre à un homme politique, à un parti politique, quel qu'il soit, de prendre ses libertés fondamentales en otage ou de les piétiner. Il ne doit pas le permettre. Parce que s'il le permet, il perdra toutes ses libertés publiques. Et c'est ce qui se passe. Non, ça c'est pas grave, et puis on arrive nuitamment, on arrache des enfants, des jeunes chez eux, puis ils disparaissent, on les voit pas, pour apprendre quelques jours, quelques semaines, ou des fois même jamais, qu'ils sont à la Maca ou ailleurs, on sait pas. Ce n'est pas normal. Dans quel état ça fonctionne normalement? Ça fonctionne pas comme ça. Dans un état de droit, c'est pas normal. Et puis, j'attire votre attention aussi sur quelque chose qui est quand même choquant. C'est que quand des journalistes interrogent le régime sur ce point-là en particulier, en disant oui, mais enfin, il y a des encagoulés qui arrivent dans des maisons. Et puis, quand vous avez le porte-parole qui dit oui, mais au moins, il y a peut-être 27 personnes qui ont été, 27 personnes qui ont été emprisonnées ou qui ont enlevées. Mais ça fait pas 27 cadavres. Parce qu'elles sont en vie. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même gravissime. Vous avez un régime qui dit oui, je sais, je vous malmène, je piétine vos droits, je vous humilie, je vous traite mais vraiment comme des moins que rien, mais estimez-vous heureux, je ne vous ai pas tué. Parce que c'est tout ce qu'ils vous disent. Hein. Et on doit accepter ça. Et on doit accepter ça. Mais si on accepte ça, on peut dire non, bon, c'est pas grave pour soi. Mais jamais vous ne voudrez, en tout cas, jamais un père de famille ou une mère de famille ne voudrait cette vie-là pour ses enfants. Or, en ne réagissant pas, si on ne réagit pas, si on laisse faire, on condamne nos enfants à ça, à cette vie-là. Au-delà de nous, hein, on condamne nos enfants à cette vie-là. Donc, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se battre. Quand je dis de se battre, la Constitution nous offre toutes les voies et moyens démocratiques pour dire non. Pour dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et puis nous avons la Constitution qui nous garantit un certain nombre de libertés publiques que vous devez respecter, que vous devez encadrer, que vous devez garantir aux Ivoiriens. Et j'attire, par rapport à ça, votre attention sur un point en particulier. Regardez bien. 2025, année électorale. Et le régime a déguerpi des milliers de personnes. En année électorale. C'est-à-dire que dans tout autre pays du monde, déjà le déguerpissement remplit une procédure juridique. D'accord? On se lève pas un matin pour casser des maisons et mettre les gens à la rue, déjà. Mais même encadré par une procédure juridique, dans un état de droit, dans un état démocratique, l'homme politique qui cherche les voix des électeurs ne va pas faire ça en année électorale. Il ne fera pas ça en année électorale. Un régime qui déguerpit, qui casse des maisons, qui chasse des gens en année électorale, c'est parce qu'il ne doit rien au peuple. Oui. Donc que le peuple soit content ou que le peuple soit mécontent, c'est pas son problème. Parce qu'il ne lui doit rien. Mais quand vous devez quelque chose au peuple, vous faites attention parce que vous allez forcément vous dire « Ah, mon électorat, ça là, il va pas apprécier, il va pas aimer. » Donc, et puis même si on doit faire, on doit pas faire ça comme ça. Il faut qu'on fasse ça de façon humaine. Il faut qu'on trouve un endroit où les gens vont aller, etc. On n'agit pas de la sorte. Tout ce que ce régime montre, c'est que vraiment, c'est pas son problème, le peuple. Son seul souci, c'est comment bien paraître devant la communauté internationale, donc notamment la France, et les médias français, comment bien paraître, et comment conserver le pouvoir à tout prix. Ce sont ces deux préoccupations. À nous maintenant de leur dire non. Non, le peuple ne peut pas continuer à se faire piétiner, le peuple ne peut pas continuer à être étouffé comme ça. Donc forcément, eux, parce que je n'ai jamais vu encore dans un état de droit où vous avez une opposition qui ne prend pas les armes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a jamais pris les armes. N'a pas coupé le pays en deux. N'appelle qu'à l'expression démocratique, c'est-à-dire de liberté garantie par la Constitution, et puis on tente de nous présenter comme des rebelles. Mais la Côte d'Ivoire a connu des rebelles, on sait ce que c'est qu'un rebelle.
Effectivement. Donc voilà. Effectivement. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour cet enseignement. Vous nous avez beaucoup instruit. Vous nous avez dit ce que je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure là, mais vous avez dit beaucoup de bonnes choses, mais je retiens qu'on ne marche pas pour mourir, on marche pour vivre, on marche pour ses enfants et on ne doit pas le faire pour un homme politique. Donc, on ne doit pas marcher pour un homme politique. C'est très important. Euh, Camarade Tanguy, as-tu encore une question? Oui, tu as encore une question à poser? Je pense que c'est... Sinon, je passe la parole à Soleil qui Pierre Vas-y, prendra. passe la parole à Soleil pour ces questions. Ok, Soleil, vas-y, tu poses ta question, Soleil. Eh, bonsoir, docteur Abiba. Bonsoir. Je suis Soleil Gavan, donc c'est l'équipe entière. Ce soir, moi, j'ai juste une question à poser. Vu que le modus operandi de ce qu'on connaît sur le plan légaliste du maintien de l'ordre n'est pas respecté en Côte d'Ivoire, les policiers ou les gendarmes qui sont désignés peuvent pas être identifiés par les manifestants. Est-ce que vous, dans cette perspective, pour protéger mieux les marchands, est-ce que vous avez entrepris des démarches à l'effet que les chefs d'unité soient identifiés, ceux qui donnent des ordres, au cas où il y aurait des bavures ou des morts, pour que plus tard, ces personnes puissent se répondre de leurs actes devant la loi? Est-ce que c'est en voie? Est-ce que vous travaillez en amont avec des associations de droits de l'homme? Parce que moi, je vois de ces temps-ci que les agents qu'on envoie sur le terrain pour les manifestants, surtout de la gendarmerie, les blindés, ne sont pas des moyens de maintien de l'ordre. Ce n'est pas adapté, puisqu'on ne voit pas ceux qui conduisent les agents et qui lancent donc des projectiles sur les manifestants. Ils sont protégés et la majorité des policiers que je vois sur les terrains, ils ne sont pas identifiables. Ils n'ont pas de nom et ils ont tous des passe-montagnes sur leur visage. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il serait louable qu'on puisse emprunter cette voie-là parce que c'est des crimes qui se commettent, hein, étant donné que ces crimes sont imprescriptibles, il y a des délais, et comme ces personnes qui sont éliminées sous la bannière d'appartenance à politique. Donc, ça atteint une connotation de crime un peu à caractère un peu discriminatoire. Donc, est-ce qu'on élabore ce cadre-là pour que nos marchands soient aussi couverts plus tard? Voilà un peu ma question, cher maître. Et puis voilà, je fais mon micro pour m'abreuver de vos savoirs. Très bien, merci beaucoup pour la question parce qu'effectivement, Maître, s'il vous plaît, merci, s'il te plaît. Avant de répondre à la question, je pense avoir compris qu'il s'agissait ici de poser la question de la responsabilité pénale, voilà, responsabilité individuelle. Donc, comment on fait pour identifier les personnes qui sont sur le terrain, qui commettent des infractions? Voilà, comment on fait pour les identifier? Est-ce que vous avez des moyens pour pouvoir identifier les gens, les personnes, les délinquants, et puis en fait ceux qui leur donnent ordre de faire ces missions-là. Voilà, merci. oui, merci. Comme je l'indiquais, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'en plus, pour le coup, nous recevons de plus en plus d'éléments. Nous recevons de plus en plus d'éléments de preuves en termes de localité, c'est-à-dire où les faits se sont produits. Donc la date, la localité, et puis les vidéos, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes, et c'est en ce sens que je dis que les Ivoiriens sont formidables, c'est-à-dire que même le fait avec son téléphone de filmer même de loin ce qui se passe et ensuite balancer, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est aussi ça un acte de résistance. C'est de ne pas laisser, on ne peut pas intervenir physiquement parce que vous avez en face de vous des hommes armés, mais au moins, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins filmer pour ensuite, parce que tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent ensuite de mettre en place un certain nombre de moyens, justement, parce qu'encore une fois, et je le dis, je le répète, les Ivoiriens ne peuvent pas marcher, et puis on va les tabasser, ou alors on va tenter de les tuer, et puis il n'y aura rien. Je pense que ça, il faut y mettre un terme une bonne fois pour toutes. La vie de l'Ivoirien a autant de valeur que la vie de toute autre personne dans le monde. Elle n'a pas moins de valeur. Donc si on s'en prend à la vie d'un Ivoirien juste parce qu'il a voulu marcher, il faut que les gens en rendent compte. Donc un certain nombre de choses ont déjà commencé à être entreprises justement de manière à situer les responsabilités et que des poursuites éventuelles sont engagées.
Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire pour l'instant, sans rentrer un peu dans les détails, parce qu'on ne sait jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment à tout le monde, filmez, 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 filmez. Filmer, collecter un maximum d'éléments de preuves qui pourraient nous permettre, parce que même quand ils viennent avec, des fois avec leur gros camion, etc., des fois vous avez des plaques d'immatriculation, enfin vous avez un certain nombre de choses qui peuvent nous permettre de les identifier par la suite. Mais ce qui est important, c'est de collecter un maximum de preuves. Un maximum de preuves, ça c'est très important. Autre chose, c'est que forcément, et ça c'est, je dirais, c'est l'élément le plus probant. Plus on est nombreux, et plus c'est difficile à réprimer. Plus on est nombreux, et plus les forces de l'ordre qui auraient même des velléités de vouloir réprimer de façon sauvage, violente, etc., face à une foule, on réfléchit à deux fois. Parce que souvent, les éléments que l'on voit, ce sont où ils arrivent à isoler un individu, ou 2-3 individus, et puis qu'ils passent à tabac. Voilà, c'est souvent ça qu'on a pu constater. Mais lorsque la foule est un peu plus dense, c'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, je tiens à dire que il faut que nos forces de l'ordre comprennent que nous ne sommes pas leurs ennemis. Et ils ne doivent pas être les ennemis du peuple. Nous ne sommes pas leurs ennemis, ils ne doivent pas être les ennemis du peuple. Et ils doivent savoir qu'ils sont au service du peuple. Mais si forcément ils veulent servir un régime et puis ils mater, réprimer des gens qui marchent, qui manifestent, qui font part de leur mécontentement, et s'ils le font dans la violence, forcément ils vont devoir rendre compte. Forcément ils vont devoir rendre compte. Parce que ça, on ne pourra pas laisser passer. Les mères ivoiriennes ont trop pleuré. Elles ont trop pleuré pour leurs maris, pour leurs enfants. Elles ont trop pleuré. Donc aujourd'hui, quand même, il s'agit, et je trouve que c'est une étape fondamentale, il faut qu'on se respecte. Et quand je dis qu'il faut qu'on se respecte, il faut qu'on respecte la vie humaine. Il faut qu'on respecte la vie humaine. Même si on vous demande de réprimer une marche, enfin, je veux dire, l'officier à qui on a donné cet ordre, il a été à l'école. Il a forcément été sensibilisé sur l'exécution d'un ordre illégal auquel contre lequel il peut être poursuivi et à l'encontre duquel il va devoir rendre des comptes. Il ne pourra pas dire « Ah non, mais comme l'autre m'a dit que, ou j'avais peur que, donc j'ai exécuté, ça marche plus. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc vraiment, il s'agit aussi de mettre nos forces de l'ordre face à leurs responsabilités, mais nous, de collecter un maximum d'éléments de preuve, vidéos, photos, préciser les lieux exacts où les événements se sont passés, ne pas hésiter à nous préciser aussi le nom et les noms, prénoms des victimes, des personnes, prendre des photos, des traces qui sont restées sur le corps, des blessures, etc. C'est très important. On a commencé à collecter beaucoup et on invite vraiment à continuer à nous les transmettre. Au camarade Abiba. Camarade Tanguy, tu avais une question là? Ta question, elle est encore d'accord? Oui, j'ai une question, mais avant, je vais laisser Teradi poser une question parce qu'on va garder Maître peut-être pour encore 10 minutes. Je sais qu'elle est très, très occupée. On va faire encore 10 dernières minutes avec elle. On va laisser Teradi poser une question et ensuite je reviens avec ma question et puis je te laisse faire la relance. Camarade Maître Abiba, bonsoir. Je suis le camarade Teradi. Nous nous avons largement et longuement écouté et je pense que tous les Ivoiriens ont compris ici que ce que leur confère le droit de marcher, c'est la Constitution. Et donc, marcher, c'est un droit constitutionnel. Et nous assistons malheureusement à une répression sauvage et, et qui, selon les justificatifs, part à partir des arrêtés pris par les préfets. Est-ce que à part les arrêtés, à part ce que la Constitution nous confère comme droit, il existe un autre levier juridique pour pouvoir contourner les arrêtés préfectoraux? Bon, déjà, c'est pas un arrêté préfectoral, hein, c'est un arrêté ministériel. C'est-à-dire, c'est l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur, c'est là-dessus qu'il se fonde. Mais je dis que, si vous voulez, la Constitution, c'est là. D'accord? L'arrêté ministériel, c'est là. C'est comme si vous me disiez, depuis quand un caporal commande un général? Depuis quand un caporal commande un maréchal? Ça n'existe pas dans un monde normal. D'accord? Donc, le ministre n'est pas au-dessus de la Constitution.
Je dirais même que le ministre, c'est le ministre qui engage sa responsabilité vis-à-vis du peuple. Parce que, un, il piétine la Constitution. Deux, il incite les forces de l'ordre à réprimer des manifestants qui exercent leur liberté constitutionnelle. D'accord? Trois, c'est ce que je dirais, parce que on avait commencé tout à l'heure en parlant quels sont dans l'histoire, qu'est-ce que les gens ont pu obtenir au regard par l'expression démocratique, hein, et j'avais donné notamment, si vous voyez à l'époque les vidéos des marches aux États-Unis de Martin Luther King, vous verrez qu'il y a eu une violente répression policière. Mais ils ont tenu bon. Et plus on les réprimait, plus ils étaient nombreux. Et le pouvoir a dû céder. Vous voyez bien la répression violente aussi des marches, des manifestations de l'ANC en Afrique du Sud. Mais si les Sud-Africains s'étaient juste dit, bon, bah, comme on nous a réprimés, bon, les gars, allons, on va rester chez nous, ils subiraient toujours le régime de l'apartheid d'aujourd'hui. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut dire non. Et c'est parce qu'ils ont dit non à un moment donné, qu'ils se sont dressés, qu'ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça, qu'on a un président sud-africain noir. Sinon, il subirait toujours l'apartheid. Donc, chez nous, en Côte d'Ivoire, je dirais que ce que le régime fait, si on part du principe qu'ils n'ont aucune légitimité véritable, qu'ils ont peur du peuple, qu'ils ont peur de l'expression démocratique, mais je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'ils réagissent de façon violente. La violence est l'arme du faible lorsqu'il n'a plus la parole pour convaincre. C'est parce qu'ils n'ont pas de mots pour convaincre le peuple qu'ils veulent effrayer le peuple. Mais leur violence ne marche que tant que le peuple a peur. Le jour où le peuple dit « je n'ai plus peur, j'avance », et là je dis « non, je ne suis pas d'accord », le régime ne peut que tomber. Mais il ne peut pas résister face à une volonté populaire. Quand on parle de démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir du RHDP, ce n'est pas le pouvoir d'un parti, ce n'est pas le pouvoir d'un régime. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça la démocratie. Mais dès lors que c'est le pouvoir d'un régime, pour un régime, par un régime, au détriment du peuple, ils n'ont plus de légitimité. Ils n'ont plus de légitimité. Donc, aujourd'hui, vraiment, l'expression démocratique manifestée, il faut avoir la Constitution. La meilleure arme, c'est la Constitution. Mais je dirais la meilleure arme aussi, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'il faut... Le peuple, c'est pas un individu, c'est pas un parti. C'est l'addition de nos singularités. C'est l'addition de nos individualités. Et plus nous sommes nombreux, on peut être en désaccord sur bien d'autres sujets. Mais dès lors que nous sommes tous les deux d'accord, tous les trois d'accord, tous les 100 d'accord, tous les 1000 d'accord, tous les millions, nous sommes tous d'accord sur une seule chose. Le respect de la Constitution, le respect des libertés publiques garanties, protégées par la Constitution. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, on est fort. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, on est fort. Donc, la meilleure arme du peuple, c'est le pouvoir qu'il a intrinsèquement et que lui donne la Constitution. Il faut encore qu'il en ait conscience. Il faut encore qu'il en ait conscience et qu'il se rende compte qu'il est fort, qu'il a une force. Et c'est parce qu'il est fort que le pouvoir réagit comme ça. C'est parce qu'il est fort que le régime réagit comme ça. C'est-à-dire, le régime vraiment ne peut régner que dans la terreur et la peur. Mais il ne peut pas gouverner de façon démocratique parce qu'il serait tombé depuis. Il serait tombé depuis. Donc, il ne gouverne comme ça que parce qu'il n'a aucune légitimité véritablement électorale. Il ne peut que prospérer dans la terreur et dans la confiscation du pouvoir et par se maintenir par tous les moyens nécessaires à la tête de l'État et puis à la tête des institutions de l'État. C'est ce qui se passe et c'est ce que le peuple subit actuellement. Donc, tout notre souci, c'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, l'objectif c'est pas d'appeler à l'insurrection,
c'est de ne pas de créer une insurrection, mais d'expliquer à eux-mêmes que ce que nous demandons, c'est la paix. Et la paix suppose une chose, le respect des textes que l'on se donne, et pas une vision à géométrie variable des lois. La loi doit s'appliquer de la même manière pour tous. C'est pas je l'applique quand ça m'arrange et puis je n'applique plus quand ça me dérange. Non, elle s'applique de la même manière pour tous. Or, ils savent très bien que la Constitution garantit un certain nombre de droits. Je peux manifester. Quand je manifeste, c'est pas un coup d'État. Quand je manifeste, quand je marche, ce n'est pas un coup d'État. Mais j'ai droit de marcher. J'ai droit de manifester. J'ai droit de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous piétinez la Constitution. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous m'empêchez de marcher. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous puissiez tuer des civils comme ça, parce que vous avez décidé et que vous avez la force de votre côté. Le président l'avait déjà dit une fois, tu ne peux pas être fort tout le temps. Tôt ou tard, tu es moins fort. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et c'est de ça dont ils ont peur. Aujourd'hui, ce régime est prisonnier de ses propres peurs. Mais mais c'est pas pour autant on doit continuer de résister, on ne doit pas se laisser faire. Dabiba, merci beaucoup, merci, merci. Et nous allons passer la parole au camarade Hans qui a une question à te poser. Oui, merci, Maître Abiba, merci pour, je dirais, ces paroles très fortes. On a vraiment touché tous les points. Ça fait plus d'une heure d'horloge que vous êtes avec nous. Oui, oui. C'est Ah, bon? il est revenu, heureusement il est revenu, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez véritablement à dire? Hein? Quel message lancerez-vous dans cette situation difficile que nous traversons? Et surtout, selon vous, que pensez-vous que le président pourrait dire? Parce que nous tous attendons véritablement que le président s'adresse à nous. Voilà. Donc, si Tanguy peut aussi rajouter à la suite de cela, comme ça. Ce sera une question couplée. Je pense que Zarathustra, ce sera certainement le dernier mot de maître, hein, voilà, qui va peut-être prendre congé de nous et retourner aux différentes occupations. Maître, Donc, on va peut-être négocier avec Maître Abiba. Est-ce qu'elle peut nous accorder encore 10 minutes? Parce que Oh non, les auditeurs sont là. c'est mettre à un timing un peu serré quand même, tu vois. Donc, voilà, on va. Maître, comme l'a dit Hans tout à l'heure, on est à quelques jours de ce 4e mandat. Pendant plusieurs mois, on a parlé. Pendant plusieurs mois, on a fait des discours. Je sais que les Ivoiriens attendent cette question. Ils sont nombreux là à attendre cette question et attendre votre réponse. Aujourd'hui, plusieurs villes du pays sont en ébullition. Certains tardent encore à sortir. Quel message de mobilisation